Des ondes Vocast. Des ondes Vocast. L'univers de la radio. L'univers de la radio. En podcast. Des ondes Vocast, c'est le podcast qui parle de radio. Bonjour à tous, c'est Olivier Audoux. Numéro exceptionnel pour cet épisode de février 2025. Nous étions il y a quelques jours au Paris Radio Show et avec Rémi Bertolon, nous avons reçu deux invités exceptionnels. Jean-Éric Valli, président des Indés Radio et de Radio Player France, et Yann Chouquet, directeur adjoint d'ici, ex-France Bleu, en charge de l'antenne et de la stratégie éditoriale. Nous reviendrons sur leur vision de la proximité en radio, sur les enjeux du numérique, sur les programmes bien sûr, et sur l'expérience du rebranding en ce qui concerne ici. Des ondes Vocast, l'actu débat. Mais avant cela, on retrouve notre Zoom Actu. D'abord, cette information qui a fait du bruit en Suisse. Les radios du service public auraient perdu 25% de leur audience après 2 semaines d'extinction de leurs émetteurs FM. Un chiffre largement démenti au Paris Radio Show par les représentants de la radio suisse, tant publique que privée. Des chiffres sans aucune signification selon eux, puisque les vagues de sondage sont habituellement semestrielles et que 2 semaines de relevé seraient donc largement insuffisants. D'autre part, les remontées d'auditeurs étaient selon eux mineures. Et enfin, les premières semaines seraient des phases d'adaptation naturelle, comme cela a été vu dans d'autres pays ayant éteint des canaux de diffusion. Nous sommes sûrs que cela sera commenté largement à l'atelier radiophonique Roman ou Araro. Il se tiendra à Neuchâtel le vendredi 7 février et il aura pour thème l'avenir de la radio vu d'ailleurs, avec donc beaucoup d'intervenants de l'étranger. Dans le reste de l'actualité, c'est pour parler entre Cyril Hanouna et M6 pour une arrivée dans le groupe en septembre, à la fois sur W9 et au drive de Fun Radio. Des discussions confirmées tout récemment par Régis Ravanas au micro de BFM Business. A priori, la décision ne pourra intervenir qu'après l'avis du Conseil d'État sur la non-reconduction de C8, puisque H2O, la société de production de Cyril Hanouna, est toujours en contrat avec Canal+. Et dans l'actu des salons, on rappelle la tenue des Radio Days Europe à Athènes en Grèce. Ce sera du 9 au 11 mars. Des ondes Vocast et partenaires presse et sera sur place. Un événement très international et B2B avec les plus grands pros de la radio en Europe et même au-delà. Les conférences sont en anglais et l'événement est payant. Mais avec le code partenaire DOV25ATH, vous pouvez cependant obtenir 50 € hors taxe de réduction sur votre ticket. DOV25ATH. Des ondes Vocast, l'invité. Des ondes Vocast, c'est le podcast qui parle de radio. C'est tous les premiers du mois depuis 2018. Je suis avec Rémi Bertolon. Salut Rémi. Salut Olivier, comment ça va ? Très bien, merci. C'est Olivier Audoux avec vous au micro. Et on a 2 invités exceptionnels aujourd'hui. On est au salon de la radio qui s'appelle désormais le Paris Radio Show en direct de la Bellevilloise. Avec donc 2 invités exceptionnels. Jean-Éric Valli, président des Indés Radio, de Radio Player et aussi de groupe 1981. Bonjour. Bonjour. Et Yann Chouquet, directeur adjoint de ici, ex-France Bleu, en charge des antennes et de la stratégie éditoriale. Bonjour. Et tout ça sans notes. Bravo, bravo, c'est ça, exactement. Ah oui, c'est vrai, j'ai même pas lu mes notes. Mais les titres à Radio France sont longs. Alors voilà, on vous a invité, on voulait avoir 2 regards croisés, notamment de l'approche de la radio, notamment sur les territoires locaux. Jean-Éric, donc vous dirigez les Indés Radio, c'est près de 130 radios sur le territoire, donc des radios privées, avec à la fois des radios locales, des radios régionales et des radios multivilles. Est-ce qu'en 2 mots, vous pouvez rappeler vraiment ce qu'est les Indés Radio ? Alors les Indés Radio, c'est un GIE, groupement d'intérêt économique. Sa mission historique, c'était de fédérer toutes ces audiences locales pour créer une audience nationale et concerner du coup des annonceurs publicitaires nationaux de façon à trouver un financement autre que le simple financement local sur la publicité locale. Et puis de cette mission historique, on a élargi en fait avec l'avènement du digital. On a toute une équipe digitale aux Indés qui permet de faire beaucoup de prestations pour les radios dans le domaine du digital que chaque PME de la radio localement aurait sans doute du mal à faire. Par exemple,
On a un site en marque blanche, donc l'ossature d'un site, mais que chaque radio met à ses couleurs et à ses contenus. La même chose pour une application que chaque radio peut mettre à ses couleurs sur tous les devices. C'est ça la complexité digitale, il faut vraiment adresser tous les supports. On a une base de données centrale où toutes les radios rentrent leurs données et ces données vont servir ensuite à alimenter tous nos partenaires dans le digital, notamment par exemple Radio Player. Là aussi, ça serait une tannée pour Radio Player d'aller ramasser toutes les infos de toutes les radios indé. On centralise tout ça et on les adresse automatiquement en fait à Radio Player. Et voilà, et ça sert de base. Alors on est en train de travailler sur les data radio parce que c'est quelque chose qui commence à préoccuper les annonceurs nationaux. Voilà, c'est un outil qui a à la fois apporté beaucoup d'argent aux radios. On a multiplié le chiffre d'affaires par 2 finalement et en même temps qui amène aussi un état d'esprit. On a appris à travailler ensemble. C'est pas évident de faire travailler des concurrents ensemble. Je me rappelle les premières réunions que j'ai vécues, parce que j'ai toutes vécues. Et les récentes réunions, on peut parler aujourd'hui de sujets un peu stratégiques de nos radios. Hier, ils voulaient pas, ils osaient pas, ils ont l'impression que c'était des secrets. Alors des secrets qui se retrouvent sur l'antenne, c'est moyen. Mais... Et c'est d'ailleurs quelque chose qui s'est un peu imposé dans l'industrie. Alors déjà, il faut noter que la France a réussi à garder beaucoup de radios locales, notamment grâce à cet aspect sécurisation du financement. Mais ça a aussi été les prémices aussi d'alliances plus grandes. Et récemment, il y a eu l'annonce de l'alliance de la radio, qui est encore au-delà simplement des radios locales, qui est aussi un nouveau type d'alliance pour que vraiment l'industrie soit unie d'une seule voix, notamment pour garder sa place dans un univers de plus en plus concurrentiel. Le paradoxe, c'est que quand un concurrent gagne de l'audience, c'est devenu une bonne nouvelle. Et pendant des années, on regardait les sondages en se disant « Ah bah celui-là, il a baissé, tant mieux ». Non, on a intérêt à ce que l'offre radio satisfasse un public. Donc c'est dommage quand les uns ou les autres perdent de l'audience. C'est pas une bonne nouvelle pour le monde de la radio. On a fait une alliance des radios privées. Personnellement, j'aurais préféré qu'on fasse une alliance de toutes les radios, y compris le service public. C'est ce qu'on fait les télés. Bon, on l'a pas fait. C'est pas grave parce que c'est déjà une étape très forte de s'allier entre concurrents qui parfois ont du mal à se parler ou surtout à se coordonner. Parce qu'en fait, en vrai, ça fait très longtemps qu'on se parle. Tout le milieu de la radio. Mais on n'est pas coordonné et pour les pouvoirs publics, c'est indéchiffrable. Surtout quand ils ne veulent pas prendre de décision, c'est pain béni. Ah oui, vous n'êtes pas vraiment d'accord. Enfin, bon. Je ne savais pas que l'arbitre devait... Enfin, je ne comprends pas très bien la logique de ce qui est exprimé là. Mais le fait est en tout cas qu'en s'alliant, on va tenir un seul discours. Et je pense que ce discours, qui est un discours de bon sens, je pense qu'il sera entendu. Et même les discussions avec Radio France, de toute façon, elles existent aussi à travers Radio Player, dont on parlera tout à l'heure, ouais, et puis aussi ensemble pour le DAB+. Donc, c'est une industrie quand même qui discute beaucoup plus que ce qu'elle discutait il y a 10 ans, bien sûr aussi créée par cet environnement de plus en plus concurrentiel. Revenons un petit peu, parce que les Indés Radio, c'est une régie publicitaire avant tout. Les Indés réussissent à préserver leur chiffre d'affaires de manière assez correcte, malgré quand même des audiences dans l'ensemble, et ça impacte les Indés Radio, mais aussi beaucoup de groupes qui sont plutôt déclinantes. RTL a annoncé récemment, par exemple, la réduction du nombre de spots sur les antennes. Est-ce qu'il y a le même genre d'initiative au sein des Indés Radio ? Je pense que sans même se parler typiquement de ces sujets-là, toutes les radios sont concernées par l'espace publicitaire sur les antennes. On a baissé les espaces nationaux de 7% entre 2023 et 2024. On a monté les prix. En fait, c'est un moment très intéressant parce que la pression sur l'audience, qui est en partie due au message publicitaire, mais pas seulement, c'est aussi dû à la compétition qui est complètement différente, qui s'est vraiment plus que renouvelée. Donc cette pression en tout cas sur l'audience a fait qu'on a travaillé différemment, réfléchi différemment, et on a instauré on a lancé un mouvement de baisse du temps d'antenne réservé à la publicité et de hausse de prix. C'est nécessaire. Il y a trop de messages sur les antennes à des prix trop bas. J'ai jamais compris le discours des annonceurs de nous demander chaque année 1% de remise de plus. Je ne crois pas que les salaires des gens qui font la radio baissent. Je ne crois pas que la compétition justifie d'employer des gens moins qualifiés. Donc en fait, c'est juste impossible de baisser les prix, en vrai. Donc quand on baisse les prix, qu'est-ce qu'on fait ? On met plus de messages. Et quand on met plus de messages, on déçoit un public qui peut absorber
parce que la radio est gratuite, une quantité de messages, mais au-delà, ça ne devient pas raisonnable. Et est-ce que c'est un message qui est facile à entendre pour des annonceurs et pour des acheteurs d'espace dans un contexte où ils ont plus de possibilités de faire la publicité, notamment en ligne? Alors, il y a un peu le discours de façade, puis après la réalité. Je pense que intellectuellement, c'est-à-dire quand on discute à froid, qu'on n'est pas en train de négocier un contrat, ils entendent parfaitement, ils sont eux-mêmes auditeurs de radio, ils entendent parfaitement l'équation, maîtrisons la pub, ça sera plus valorisant pour les annonceurs, un peu moins de pub, et plus acceptable pour le public. Ce message, ils l'entendent. Après, dans le feu de l'action, ce qui va compter, c'est le business model. Je dépense le moins possible pour le meilleur retour sur investissement. Et là, on n'est plus dans la réflexion, on est dans quelque chose qui est juste un système de pression. Donc en fait, c'est ce moment-là où il faut exercer une résistance de la part des radios. Arrêter d'être le bon public qui croit « Ah oui, l'autre a fait moins cher, donc je vais faire moins cher ». Voilà. Nous, on accepte que certains annonceurs n'annoncent pas chez les indés radios parce qu'ils veulent des prix trop bas. Et ceux qui, chez les indés radios, achètent le prix le plus bas des indés radios n'ont pas la garantie de la diffusion de leur campagne avant 72 heures. Enfin, 72 heures avant. Voilà, il faut que tout ça soit raisonnable parce qu'on doit un service aux auditeurs et on doit un service aux annonceurs qui financent nos radios. Mais tout ça, ça doit être équilibré. Ça ne doit pas être une course à l'infini. Voilà, les gros annonceurs ont largement de quoi se payer de la radio et tout le gain de productivité qu'ils font sur la radio en négociant les tarifs, ils rajoutent des messages. Ils ne font pas d'économie, ils rajoutent des messages. Ça ne sert à rien. Si je résume, la radio doit défendre son côté premium pour vraiment garder... Je pense que nous-mêmes, professionnels de la radio, les pouvoirs publics, les annonceurs, on a du mal à prendre conscience que la radio, c'est un média privilégié, extraordinaire. C'est un lien avec les gens, c'est le premier média audiovisuel de confiance pour le public, c'est le deuxième média de confiance tout court, tout média confondu. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, où on peut inventer tout et n'importe quoi, déclencher des violences incroyables avec les réseaux sociaux parce que c'est un poulet sans tête, les médias sont devenus extrêmement stratégiques pour un pays digne de ce nom. Donc on a besoin de réfléchir à notre modèle, d'être dans une cohésion entre les pouvoirs publics, les acteurs publics, privés, être en relation avec nos annonceurs, avec nos auditeurs. On a besoin de cet écosystème. On le faisait un peu spontanément dans les années 80 et avant, parce qu'il y avait une compétition faible, même si on avait l'impression que c'était très, très difficile, c'est normal. Mais bon, chaque époque, je pense... C'était difficile dans un microcosme. On apprenait aussi, oui, voilà, c'était difficile dans un microcosme, puis je pense qu'on n'avait pas les bonnes formules de dialogue entre nous, en tout cas, donc c'était pas... Voilà, on grossissait, on dramatisait un peu, je pense, quelque chose, mais aujourd'hui, c'est vraiment, objectivement, il y a une compétition très grande, il y a un vrai risque d'appauvrissement intellectuel d'un pays entier, enfin tous les pays en vérité, tous ceux qui consomment à tort et à travers les réseaux sociaux, notamment dans le public jeune. Donc on a un vrai enjeu, tant mieux, c'est bien, on a une utilité sociale je pense, mais il faut que nous on en prenne conscience pour protéger nos antennes et il faut que les pouvoirs publics en prennent conscience parce qu'il y a 2-3 leviers sur lesquels il faut qu'ils travaillent et on ne peut pas laisser de dossiers en souffrance comme les quotas, les mentions légales, le plan DAB+, qui a été fait d'une façon trop empirique et qui ne correspond pas vraiment aux besoins que les radios construisent depuis 40 ans, sans parler des radios qui étaient là encore avant. Alors, parlons du DAB, vu qu'on parlait on en parlait. Le DAB, la Suisse les radios publiques suisses viennent d'éteindre leurs émetteurs. Et les premiers résultats intermédiaires montrent des baisses importantes d'audience. Ouais, c'est logique. Quelle est votre réflexion ? Les radios des indés radios et du circuit, les radios indépendantes de manière générale ont été les précurseuses et les premières vraiment à défendre le DAB. Quand vous voyez un exemple comme ça, est-ce que ça fait réfléchir sur la stratégie ? Est-ce qu'on a été trop en retard ? Est-ce que c'est encore un... Quelle est la réflexion ? Est-ce qu'on va faire de la double diffusion pendant 40 ans, comme avec les grandes ondes ? Où est-ce qu'on en est sur cette réflexion ? C'est un sujet avec plein d'entrées différentes. D'abord, on a démarré le DAB peut-être 10 ans trop tard, je n'ai pas compté les années. À un moment donné, 4 groupes nationaux ont voulu bloquer le DAB, le CSA a obéi, les pouvoirs publics ont obéi. Ce n'est pas le rôle du CSA et des pouvoirs publics d'obéir. Il fallait dire... C'est une norme européenne, c'est la radio du futur. La souveraineté par la diffusion en broadcast, elle est nécessaire face à Internet.
Donc on a des vrais intérêts généraux à défendre. La radio, c'est un média solide quand il y a des tempêtes aussi, parce que vous écoutez la radio avec un petit poste de radio à pile. Faut arrêter de rêver à ce que l'informatique nous serve le jour où tout va mal. Là, on est vraiment infantile quand on pense ça. Exemple de Mayotte, par exemple. Oui, totalement. C'est flagrant à Mayotte. C'était flagrant dans le sud-ouest de la France il y a quelques années, je ne sais plus quelle année. Donc, moi, je suis un peu effaré par l'infantilisation du début à la fin des pays européens, c'est-à-dire du premier Pékin moyen jusque tout en haut. Il faut arrêter de croire qu'on est insubmersible, qu'il ne peut rien arriver. Donc, il y a un minimum de précautions à prendre. La radio, c'est un super média pour faire ça. Donc on a démarré en retard le DAB. Donc qu'est-ce qu'on a fait en faisant ça ? On a privilégié Internet. Mais je ne suis pas sûr qu'Internet ce soit français. C'est même pas européen. Donc on ne peut pas d'un côté faire les quotas en faisant semblant de faire de la musique francophone, de l'autre côté laisser totalement nos pays et notre continent entier être cannibalisés par la culture américaine. Parce qu'ils détiennent les clés du portail. C'est tout, juste les clés. Ils n'ont même pas besoin de faire le travail. Donc ça m'ennuie sur le démarrage du DAB. Ensuite, le développement, le choix comment on appelle ça, des blocs locaux, enfin des MUX, ça a été fait de façon un peu lointaine et en s'intéressant pas à la proximité du territoire, à la réalité du territoire, qu'est-ce qui se passait dans les différentes villes localement depuis 40 ans quand même, autorisé par les mêmes personnes. Donc d'un côté, c'est bizarre, je régule des centaines, peut-être des milliers de décrochages locaux, et de l'autre côté, je fais des plaques dans lesquelles il n'y a pas la place de faire le moins de décrochages. Donc là, on a un problème de relation entre le CSA de l'époque et les acteurs radio. Alors c'est vrai que comme les acteurs radio, il y a ceux qui voulaient faire DAB, ceux qui ne voulaient pas le faire. Mais on va dire le fil conducteur de tout ça, c'est qu'à un moment donné, l'autorité doit être l'autorité. Dans les années 80, on a fait de la FM. Les grands acteurs historiques n'ont pas fait de la FM. Et ils ont eu une séance de rattrapage par un simple décret ministériel, je ne sais quoi, pour avoir les fréquences, les fameuses fréquences uniques. On a 104.7, 104.3 par exemple. Séance de rattrapage. Ensuite, il y a eu la TNT, ils n'ont pas voulu. Séance de rattrapage, ils ont obtenu les fréquences ensuite. Et le DAB, c'est la même chose. Nous, on a investi pendant plusieurs années à fond perdu pour émettre en DAB alors qu'il n'y a pas de récepteur DAB, puisqu'il ne pouvait pas y avoir de récepteur tant qu'on n'avait pas un certain seuil de population couverte. Et une fois que le seuil est atteint, là, royalement, on donne les fréquences aux grands acteurs nationaux. Et donc, pour revenir à ma question sur la Suisse, et là, plus pour regarder vers le futur, donc on comprend les besoins d'avoir un nouveau vecteur de diffusion en mode broadcast. C'est quoi l'horizon de temps pour la double diffusion ? La réalité, c'est que c'est le public qui va décider. Le contexte que j'ai rappelé, ça montre que le public s'est habitué à autre chose, en vérité. Pendant tout ce temps de stratégie inintéressante et en dehors de tout intérêt général, à laquelle Radio France ne participait pas d'ailleurs, je vous le dis parce que tu es assis juste à côté de moi, mais c'est vrai, il faut garder un peu de distance et donc l'auditeur va décider. Donc, est-ce qu'il peut décider que ce n'est pas le DAB quand on voit par exemple Canal+ qui se retire de la TNT, est-ce que c'est pas un message aussi ? Je ne ferai pas du tout la comparaison, vraiment pas du tout. C'est deux choses complètement différentes. La radio, c'est un média c'est pas comme la télé, on s'assoit, on regarde un écran. C'est un média extrêmement simple. Avoir un récepteur de radio correspond bien à ce média. C'est-à-dire, j'ai un petit appareil, j'appuie sur un bouton, j'ai du son. Tout de suite, ça marche. 10 appareils chez moi d'ailleurs. Ouais. C'est ça le problème du DAB, c'est la multiplicité des récepteurs. Ouais. Et il y a juste quelque chose qu'il faut rappeler aussi à propos de la Suisse. C'est que c'est le pouvoir politique qui a fait que la Suisse a basculé très vite vers le DAB, parce que vous connaissez l'histoire, c'est le Nobilag. Oui, à cause de la redevance. Oui. Exactement, un référendum qui a été porté par l'extrême droite, qui a fait en sorte de baisser la redevance Et ce sont ces mêmes personnes qui disent maintenant nous ne pouvons plus accéder à nos radios alors que nous payons la redevance. Exactement. Et donc, on connaît le coût de l'émission hertzienne. Voilà, les émetteurs, ça coûte très très cher. Enfin, ça bouffe de l'énergie. C'est moins cher en DAB et ça a été une réponse immédiate à la nécessité de faire des économies. Voilà, parce qu'ils sont passés, je crois, de 350 francs suisses, ce qui est beaucoup pour un citoyen suisse, à 200. Ça nécessitait de se restructurer de façon drastique. Et la couverture, l'émission, de la nécessité de passer au DAB s'est fait en partie à cause de ça, et de façon un peu précipitée. Et aujourd'hui, évidemment, ils ont l'air de perdre beaucoup d'audience. Et côté diffuseur, en Suisse, si je ne me trompe pas, l'État a payé aussi la diffusion.
il y avait une subvention, Oui. ce qui n'est pas le cas en France. Y compris pour les radios privées. Oui, y compris les radios privées. Donc ce qu'on réclame en France, parce que c'est un changement de techno. Les cinémas, quand ils sont digitalisés, l'État a payé en fait. Donc à un moment donné, encore une fois, ce média qui est précieux, je pense qu'il faut s'en occuper sérieusement. On ne leur demande pas de l'assistanat, on demande des choses concrètes sur des sujets concrets. Le reste du job, c'est à nous de le faire. Donc moi, je suis très réticent à poser des dates parce que il n'y a pas que nous qui devons travailler, il n'y a pas que les radios, il y a les pouvoirs publics. Donc je me méfie beaucoup d'une date qui serait posée et on attendrait gentiment que la date approche petit à petit et en disant finalement si ça ne marche pas, c'est vous les radios, alors que c'est un travail d'équipe. Après Philippe Zano, et je crois que c'était aussi le feedback notamment des retours des Norvégiens qui ont eu, eux, pour le coup, arrêté la FM, de l'importance de poser une date, même si cette date doit être révisée. Je crois que Philippe Zano, ce matin, des radios régionales romandes, a souligné que c'était important de poser une date, mais qu'il l'avait déplacée 2 ou 3 fois, je crois. Peut-être. Ce que je pense, c'est que c'est un pour truc... créer le mouvement. Oui, mais en fait, c'est amusant parce que le mouvement, on le crée. En ce moment, on a fait un peu les comptes. On paye entre 15 et 20 millions d'euros de diffusion là, en 2024. Et on va payer autour de 25 et plus millions de diffusions, toutes radios confondues, en DAB, alors qu'il y a très peu de récepteurs dans le commerce, à part dans les voitures. Donc, c'est de la mécanique. C'est-à-dire qu'en attendant trop longtemps, on a laissé les gens s'habituer à écouter des sons sur Internet via des supports correspondant à Internet. Si on coupe des émetteurs FM, ils ne vont pas courir acheter un poste de radio. Et d'ailleurs, dans les magasins, il y en a très peu. Donc, soyons dans la réalité plutôt que dans les effets d'annonce. Et je n'aime pas les effets d'annonce. Et même poser une date, c'est mon point de vue personnel, ce n'est pas le point de vue général, c'est prématuré. Que chacun fasse son boulot. Est-ce que les radios sont prêtes à payer la double diffusion pendant 40 ans ? On voit que même RTL, qui a été les derniers à arrêter les grandes ondes, à justifier une partie de leur baisse d'audience. Mais d'accord, mais si on ne veut pas payer la double diffusion, qu'on arrête de diffuser, c'est facile, il suffit d'éteindre les émetteurs, on rend les fréquences à l'Arcom. Le CSA nous est attribué, on les rend à l'Arcom. Mais c'est ok, on va juste perdre des auditeurs. Donc c'est un calcul en vérité, voilà. Contre-bénéfice. Okay. Oui, c'est pas évident en fait. Et le renouvellement du parc automobile aussi. Moi, je me souviens quand on parlait du DAB, on disait que c'était 2025 parce qu'on avait misé sur un renouvellement du parc automobile beaucoup plus optimiste qu'il l'est en réalité. Parce avec le Covid, on a fait des voitures d'occasion. Exactement, le Covid, les récessions économiques. Voilà, donc personne, tout le monde a gardé sa vieille bagnole. Dans sa vieille bagnole, c'est de la FM et ça s'est pas renouvelé si vite d'ailleurs qu'en Belgique ou en Suisse. Et le fait que le parc automobile ne se soit pas renouvelé, c'est un véritable frein. Ce sont des plus petits pays avec, je pense, un pouvoir d'achat un peu plus grand que la France. Et on ne peut pas comparer totalement, quoi. Il faut du temps. C'est vraiment... ces deux paramètres, on s'adresse au grand public. Premier paramètre, grand public, ça doit être simple. Un appareil simple. Deuxième paramètre, il y a un temps, une inertie. Quand on regarde l'Angleterre, ils ont démarré sérieusement le DAB en 2010. Ils avaient déjà commencé avant, mais ce n'était pas très bien organisé. Ils ont reposé des règles en 2010. Ils sont partis dans cette conquête. Et aujourd'hui, la FM doit être à 40% d'écoute. Le digital, 60%. Et dans les 60%, c'est le DAB qui est majoritaire face à Internet. Donc c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que Internet, c'est compliqué. Voilà, je vais sur mon téléphone écouter, je me branche, machin. C'est pas la même chose qu'un bouton. Donc c'est pas un univers exclusif. C'est pas prétentieux, hein, c'est un discours qui est pas très flambe, mais c'est la pure réalité. Des ondes Vocast. Alors on va peut-être parler aussi d'ici, et puis peut-être qu'on reparlera tout à l'heure aussi de Radio Player, Jean-Éric. Oui, avec Yann Choquet. Alors ça serait intéressant de dire que ça fait à peu près un an que vous êtes arrivé dans les locales de Feu France Bleu. Vous étiez à France Inter avant, sur le même poste, en fait, le même intitulé de poste. Hein. Vous êtes au programme et à la stratégie des contenus. Le marqueur de l'humour France Inter, c'est vous qui l'avez travaillé, alors qu'avant, c'était pas forcément acquis que France Inter, on allait se marrer à part sur les quelques stars du matin. Vous avez travaillé donc beaucoup là-dessus et également sur le digital et les podcasts. Donc vous avez laissé une radio ultra leader, très confortable en termes d'audience, pour un autre projet. Qu'est-ce qui vous a motivé pour rejoindre les locales de Radio France ? Ce qui m'a motivé, c'est le challenge du changement de marque. Et puis, effectivement, à Inter, j'avais vécu de très très belles heures avec
un concours de circonstances, parce que parfois il faut compter sur l'alignement des planètes, et un peu de chance, parfois. Il se trouve que moi, quand je suis arrivé, effectivement, on m'avait demandé de renouveler les signatures de l'humour, que j'ai passé toute la France au tamis pour trouver les nouvelles signatures, que YouTube s'installait en France et qu'on avait la chance d'avoir équipé nos studios de caméras, et que la conjonction de ces 3 facteurs a fait qu'on a rencontré une audience de 13-34 ans qui a sérieusement solidifié et rajeuni l'âge de ce média qui était généraliste, qui était à 58 ans à l'époque, et que moi, quand je l'ai quitté, il est à 56 et demi. C'est grâce à ce vent de frais, mais voilà, c'était un concours de circonstances, un acteur qui arrivait, qui avait besoin de contenu, et ça nous a assuré de la visibilité, on sait ce que c'est, on fait de la notoriété, et puis à un moment, sur un public qui ne consomme jamais le média linéaire, on fait de l'impression de marque, et le jour où justement il a besoin de prendre une voiture de location, où il a besoin de programmer un radio-réveil pour se réveiller le matin, il choisit une radio qui lui a laissé un bon souvenir quand il était môme et qu'il allait sur YouTube. C'est la stratégie classique du renouvellement d'auditeurs, celle qu'on opérait avant sur des grands médias généralistes en mettant des émissions de rock le soir qui mettaient en avant, de rock ou de rap ou peu importe, mais en tout cas la musique générationnelle, qui mettait en avant les nouveautés, qui permettait à un public étudiant qui était en train de bûcher dans sa chambre d'être accompagné par une musique générationnelle. Et puis à un moment, quand il fallait aller au travail, la radio qu'il avait écoutée le soir, il l'écoutait le matin. Nous, on a fait la même chose avec le digital. Et ensuite, j'ai développé cette stratégie avec les podcasts enfants. C'était sur la même lignée. C'était exactement utiliser les univers digitaux pour toucher un public de conquête, pour faire de la transformation. Et j'ai quitté donc cette belle antenne pour en rejoindre 44 autres. J'y ai gagné. Pas mal. Pas mal. Belle promotion. J'y ai gagné. J'ai rejoint cette marque parce que il y a un enjeu démocratique qui m'importe beaucoup dans le fait de faire en sorte que la radio locale soit forte et présente près des citoyens, des catégories populaires, parce que c'est important. Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de faire de la radio pour les CSP+, que pour les CSP-. Voilà. Et moi, je suis très attaché à ce que les catégories populaires aient aussi accès à un média de qualité. Et j'ai rejoint cette radio pour ça, pour redonner un nouveau souffle éditorial aux médias locaux. Parce que les médias locaux, en gros, là où ils ne disparaissent pas, les fake news ne prospèrent pas. Parce que là où il n'y a pas de médias locaux, et ça je ne l'invente pas parce que c'est typiquement ce qui arrive aux États-Unis, quand vous avez la disparition des radios locales, la disparition de la presse locale, et qu'il y a un incendie d'une grange ou d'un supermarché, c'est très facile, avec un post sur Facebook ou sur n'importe quel réseau social, d'accuser quelqu'un d'être le coupable de cet incendie et de jeter l'opprobre sur une telle ou telle catégorie de population. Là où il y a de l'information locale, il y a des journalistes. Ces journalistes vérifient l'information et évitent que tout et n'importe quoi soit dit. Mais c'est sain. Les risques de fake news sont aussi importants sur des enjeux d'information locale que d'information nationale, parce qu'on a l'impression que les fake news, c'est quand même plus des phénomènes qui touchent notamment la politique nationale, etc. Alors, pas du tout. Les fake news, moi je pense que les fake news aujourd'hui, elles s'attaquent aux petits faits divers. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois, et je ne sais plus dans quelle ville c'était, mais il y a eu un jeune lycéen qui a été tué par un autre d'un coup de couteau. Il se trouve que cet autre lycéen qui l'a tué était d'origine tchétchène. Et d'un coup, vous avez vu dans toute la France entière des affiches avec marqué, je ne sais plus quel était le nom du gamin, mais Jonathan tué par un Tchétchène. Sans rien d'autre sur ces affiches. Il y a un raccourci, quoi. Mais par qui elles étaient financées, ces affiches ? Par qui elles étaient financées ? On ne le sait pas, mais en tout cas, par des pays qui ont sans doute pour intention de déstabiliser des pays démocratiques comme la France, et qui financent des campagnes de désinformation. Et ça, il y en avait partout. Ça veut dire que ça coûte beaucoup d'argent. Et à partir du moment où il y a un média local qui peut éclairer la raison de ce fait, eh ben ça coupe court
à toute diffusion des fake news. Et ça, c'est hyper important pour la démocratie. Et puis après, j'ai rejoint ce média, pas seulement pour ça, pour le challenge personnel aussi de redonner du souffle à 44 radios locales, et tout simplement parce que j'adore la radio et que la radio locale, c'est un média de proximité. Les gens y croient parce qu'ils adorent, ils savent où sont les locaux de la radio. Donc ils ont confiance dans cette radio parce qu'ils identifient l'endroit où les gens parlent dans le micro. Et ça, il n'y a rien de plus crédible. Et je crois qu'aujourd'hui, dans une société où la désinformation est partout, où on voit qu'il y a de la fatigue informationnelle, où les catégories populaires n'ont plus envie de s'informer parce que, d'une, c'est lourd, et ça casse le moral. De deux, c'est compliqué. C'est hyper compliqué de comprendre le monde aujourd'hui. Vous voyez Musk qui arrive juste à côté de Trump, mais qu'est-ce qui se passe ? Enfin, la société s'accélère hyper vite pour des catégories qui ne sont pas vraiment... qui ne sont pas au fait de l'information quotidienne, elles tournent le dos à cette information. Elle est trop compliquée. Et les radios locales, on doit être là pour continuer à les informer sur ce qui se passe. Mais du coup, les collaborateurs des locales de Radio France boivent vos paroles, à mon avis. Je pense qu'ils adhèrent à ce discours. Le challenge, certains, je pense, y adhèrent aussi. Pourtant, ça a été un petit peu compliqué jusqu'à la fin décembre. On ne savait pas si France Bleu allait basculer en cette nouvelle marque ici. Vous-même, vous y avez cru mi-décembre, si je vous avais passé un petit coup de fil, vous m'auriez dit c'est bon, ça passe. Le 6 janvier, c'est ici. Jusqu'au 23 décembre, ça a été compliqué, pour vous dire, la veille de Noël. Non, c'était compliqué, mais vous savez, la particularité de Radio France et ce qui nous distingue de nos amis des Indés, c'est que nous, on a une puissance syndicale et des organisations du personnel avec qui il faut discuter. Et puis, il y a eu certaines mésententes qui fait que ça nous a amené jusqu'au terme à un oui, non, on y va pas. Et puis... de toute façon, je pense qu'eux-mêmes savaient qu'il fallait qu'on transforme ce nom. Alors, je ne veux pas vous brouiller avec vos amis de France 3, mais c'est vrai qu'on en discutait, on a l'impression que c'est un peu déséquilibré dans le deal, avec France 3 qui a ouvert sa matinale le matin, mais sur une tranche qui n'était pas très regardée, qui enlève son logo France 3 juste pour les tranches de midi et du soir, de 19h, alors que de l'autre côté, France Bleu change de nom, avec le déclaratif des sondages médiamétriques qui est assez complexe pour une radio. Est-ce que dans ce deal, on a l'impression que la radio elle est mise de côté par rapport à la télévision ? Est-ce que c'est une mauvaise interprétation ? Oh oui, c'est une mauvaise interprétation, parce que moi je suis favorable au changement de nom, parce que nous, les antennes, elles sont locales quasiment toute la journée. Quasiment toute la journée. Il y a des moments de décrochage nationaux, le soir à partir de 19h et puis entre midi et 13h30, mais pour le reste, c'est du local. Donc en fait, que ça s'appelle ici dans son intégralité, c'est logique. Que France Télévisions ait décidé de conserver la marque France 3 sur les antennes à partir du moment où c'est du programme national, et il est majoritaire, largement majoritaire chez eux. Les jeux, les téléfilms, etc. Le prime time, c'est le soir sur France 3. Voilà. Nous, le prime time, c'est le matin. C'est normal qu'on s'appelle ici. Si France 3 s'appelait ici, ça vous aiderait pour la radio, pour la notoriété ? Ce serait plus cohérent, mais à la rigueur, vous voyez, on n'est pas... C'est une antenne sur laquelle déjà cohabite une autre marque. Le matin, quand il n'y a pas les matinales filmées, et avant les matinales filmées de ici, il y a déjà Oku qui cohabite sur le canal 3. Donc il y a Oku, il y a ici, et après il y a France 3. Et donc c'est un canal numéro 3 qui déjà supporte 3 entités. C'est le fonctionnement de France Télévisions qui a une autre logique que nous. France Télévisions, vous le savez si vous observez leur manière de faire, c'était tout de même une entreprise qui se rassemble sous la bannière France Télévisions. À Radio France, non. On garde l'identité des chaînes. L'identité des chaînes, elle est hyper importante. Ça, c'est, on revient à ce qu'est la radio pour les gens. La radio, c'est j'écoute ma radio. Et après, j'ai une radio de complément. Généralement, c'est ça, ou 2 radios de complément. Mais c'est l'auditeur, il a choisi une radio comme il choisit un membre de sa famille, parce que c'est pas rien d'être une radio quand même. On rentre dans la cuisine et dans la salle de bain, et même parfois dans les toilettes. Vous voyez, c'est le média qui a le rapport le plus intime à l'auditeur. Alors, les grands piliers de cette stratégie, donc vous avez mentionné tout ce qui est parti, la véracité de l'information en local. Comment ça se traduit, par exemple, cet aspect dans les rédactions ? Vous avez renforcé la façon de faire de l'actualité en local sur les antennes d'ici ? Nous, le mot d'ordre qu'on passe aux équipes qui travaillent dans des rédactions locales, qui sont généralement entre 7 et 10 personnes,
c'est de faire le maximum de reportages, d'aller au maximum sur le terrain, vérifier les faits. Voilà. Quand on a les moyens de le faire, c'est ce qu'il faut faire. Quand on n'a pas les moyens de le faire, on fait du desk, on appelle. Mais quand on a les moyens, comme une radio locale de Radio France, on fait du reportage. Et faire du reportage, c'est entendre les gens. Voilà. Ça, c'est le mot d'ordre. Et nous, notre claim, c'est actualité locale, musique et bonne humeur. Voilà. La musique est importante. Et à cause des matinales, enfin à cause ou grâce, mais à cause des matinales filmées et puis aussi peut-être la présence sur le digital, est-ce que aussi la façon d'être sur le terrain est différente, c'est-à-dire pas que de l'audio mais aussi de la vidéo? Bien sûr, pas que de l'audio, mais aussi de la vidéo, et puis aussi du texte, parce que l'application, la plateforme ici, elle est très performante, et aujourd'hui, faire un push, publier un article à 18h, c'est toucher une communauté d'auditeurs, parce que tout à l'heure, on parlait de la concurrence des radios avec vous. Aujourd'hui, la concurrence, elle s'est déportée, c'est la concurrence de l'attention, hein. Notre vrai concurrent, est-ce que c'est vraiment les radios de catégorie B mes vrais concurrents? Moi, j'ai plutôt envie que les radios de catégorie B, que le groupe des indés, se porte bien pour qu'en fait l'écosystème il soit intéressant et que les gens aient envie d'écouter de la radio. S'il y a qu'un acteur qui fait de la bonne radio, ça profitera à personne. Et notre concurrence, aujourd'hui, elle est dans notre poche. C'est une concurrence de l'attention. C'est une concurrence de l'attention. Donc il faut aussi qu'on soit présent sur la publication d'articles, de push, de vidéos. En fait, on a une entreprise, une marque, et on a plusieurs antennes aujourd'hui. Voilà, c'est essentiel. Dans le travail qui se met en place aussi ici, c'est la programmation musicale qui a quand même pas mal évolué. On repart sur les années 80. Un temps, c'était la nouvelle scène. Maintenant, on se recentre sur les années 80. On est plus en concurrence maintenant avec la programmation de nostalgie ou même de mélodie, puisqu'on est sur une programmation francophone, populaire. C'est une bonne interprétation, ça? Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est ce que vous voulez faire, donc on vieillit finalement l'antenne? Tout à fait, on est cousins de nostalgie, un petit peu plus vieux dans la programmation, parce que nos auditeurs sont plus vieux. Voilà, on a des auditeurs qui sont seniors, mais j'ai pour ambition qu'il y ait de plus en plus de quinquas. Donc oui, on vit ces auditeurs-là avec de fortes contraintes que sont les quotas francophones, parce que figurez-vous que moi j'ai le luxe d'avoir 60% de quotas de chansons francophones à l'antenne. Ce qui est une chance. C'est sur 24 heures, je crois. Puis c'est de 6h30 à 22h30. C'est réglable sur tout le service public. Oui, on en assure tellement une bonne partie qu'en ce moment j'en ai même 67% à l'antenne. C'est qu'ils sont pas sympas avec en vous, direct, les autres. l'information en direct. Mais ça va changer. 12%, je crois, sur FIP. Oui, c'est une logique de groupe, vous avez raison. Ouais. Mais on parle programmation musicale, mais il me semble que le message de Céline Pigalle, c'était plutôt de rajeunir. Alors, c'était peut-être le côté image de France Bleu avec le côté rebranding, peut-être qu'à cause de l'histoire avec Radio Bleu. Mais on avait quand même l'impression dans ces messages, justement, au changement d'année, avec le changement de marque, qu'il y avait une volonté plutôt de rajeunir. Vous avez l'air de dire le contraire. Ah non, je vous dis qu'on a resserré le segment de la programmation musicale. Par exemple, récemment, on a retiré tous les titres avant 1970. En gros, on veut que les auditeurs qui nous écoutent de la musique qui correspond à ce qu'ils ont eux-mêmes choisi quand ils étaient adolescents. Et on n'a pas envie qu'ils écoutent la musique que leurs parents leur faisaient subir quand ils étaient gamins. Voilà, c'est ça là. C'est du vécu. Ouais, c'est un peu du vécu. Mais maintenant, je commence à aimer ce que me faisait subir ma cheville. Ouais, je me suis amusé à zapper le matin en un quart d'heure les matinales avec les box, c'est très pratique. Ouais. Et je me suis aperçu que le conducteur d'une station à l'autre est très différent. On peut être sur ici Loire-Océan avec un jeu. On change à la seconde près, on a un reportage sur ici Provence avec des sangliers en banlieue de Marseille. Et puis après, je suis tombé sur un reportage sur ici Besançon avec la voix et l'accent franc-comtois d'une chanteuse et d'un groupe local. Donc est-ce qu'on reste comme ça avec une carte blanche finalement en local sur le conducteur ou ça sera un peu plus ramassé à l'avenir avec le changement de nom? Il y a un conducteur qui est un petit peu plus structuré avec des rendez-vous qui sont unifiés sur l'ensemble de la matinale avec donc des contenus qui sont fournis par le réseau, qui sont des balises. À H30 par exemple, il y a de l'information nationale et internationale pendant 1 minute 30 pour tout le réseau, 6h30, 7h30, 8h30. Il y a des chroniques de notre médecin. À l'avenir, il y aura peut-être d'autres rendez-vous qui seront fixés. Mais l'important, c'est qu'il y ait une latitude pour que cette radio elle corresponde véritablement
au terrain. Moi, dans ma journée, parfois, ça m'arrive de passer de Chambéry à Quimper. C'est pas vrai, ça, je l'ai pas fait parce que c'est pas faisable. Je vais te donner un autre exemple. De Châteauroux à Strasbourg, ça je l'ai vraiment fait. C'est pas du tout les mêmes réalités économiques. Voilà. Châteauroux, c'est la plaine, ils ont le tissu industriel qu'ils ont, une certaine réalité culturelle et économique. Je prends le train, je vais à Strasbourg, et là, les catégories populaires, c'est pas les mêmes. C'est même un territoire qui est assez riche, qui est assez polyglotte, donc il faut leur laisser la possibilité d'adapter le contenu. Le sport, qui est une vraie fierté locale, c'est pas le même partout. Voilà, les équipes de sport à Laval et à Marseille, c'est pas la même chose. Donc on dimensionne pas le volume de sport exactement le même sur l'antenne, vous voyez. On pourrait faire un parallèle aussi parce que je suis tombé sur une opération qui était intéressante sur Ici Lorraine. Le principe, c'est 2 auditeurs qui se retrouvent au supermarché. Ils remplissent les caddies et à la fin, c'est pas eux qui payent, c'est la radio ou le partenaire. Ça ressemble un peu aux opérations qu'on entend aussi du côté des radios locales privées, les indés. Est-ce que c'est le fruit du hasard que cette campagne se soit présentée, ou c'est ce que vous voulez faire un petit peu aussi sur le terrain, dans un type de divertissement un peu nouveau pour les locales de Radio France? Ça, c'est une initiative de la locale. J'y suis favorable, parce que je suis favorable à tout ce qui aborde de façon ludique les questions de pouvoir d'achat, parce qu'elles sont centrales pour nos auditeurs. Et d'ailleurs, pour les auditeurs, pour ceux des indés aussi, c'est la même chose. On est sur des auditeurs qui sont sans doute générationnellement pas les mêmes, mais je pense que les catégories sociales sont pas si éloignées. On pourrait parler aussi des personnalités connues qu'on met à l'antenne sur une radio de proximité, parce que c'est délicat, il ne faut pas se tromper sur la personnalité. Je pense à Valérie Damido, qui est arrivée en septembre, c'était la nouveauté de la grille. Dans un premier temps, je comprenais l'idée, parce que c'est quelqu'un qui est proche, qui a une chouette personnalité. Maintenant, elle n'était pas connue forcément pour être derrière le micro et faire de l'antenne en direct. Et puis j'ai écouté, franchement, j'ai été agréablement surpris, beaucoup de spontanéité. Ah ça c'est sûr. Ça, oui. C'est drôle, il n'y a pas de tunnel, c'est dynamique. Elle est avec Eric Bastien, ça bosse aussi parce que c'est illustré, on met en avant l'auditeur, et ça complète bien ce qu'on peut entendre entre 11h et midi. C'est une ambiance assez différente. Comment ça s'est mis en place cette émission avec Valérie Damido? Eh bien, c'était le difficile passage entre de la radio locale et un programme national. On sait très bien que les gens qui écoutent une radio locale, ils l'écoutent parce qu'elle est locale. Et une radio qui est hybride, ça ne les intéresse pas. Voilà. Ils veulent écouter la radio parce que c'est la radio près de chez eux. Et donc, le passage de midi entre un programme local et un programme national était toujours très, très, très difficile sur Bleu, maintenant ici. Et donc, je me suis dit que la meilleure des choses à faire, sans doute, c'était d'être dans la continuité de forme. On a un jeu, on continue avec un jeu. On garde la même dynamique. Voilà. Et puis, Valérie, elle représente quelque chose de populaire. Tout le monde la connaît pour ce qu'elle a été sur Déco, l'émission sur M6 qui a fortement imprimé sa marque pendant de nombreuses années. Et puis moi, elle correspond à quelque chose qui me plaît dans ce qu'elle est, c'est son côté cash, c'est son côté populaire, mais réellement sincère, et sa capacité à faire accoucher des histoires de la part des auditeurs. Et moi, ce que j'adore chez les auditeurs, c'est quand ils racontent leur histoire. Voilà. Donc elle sait le faire, et ça, j'avais envie qu'on l'entende de façon assez massive. Voilà. Est-ce que vous avez gardé la subtilité de choisir un candidat en local entre 11h et midi, et ensuite qui continue sur le jeu à partir de midi, je crois que vous avez... Exactement, ouais. On ne peut pas jouer directement à ce jeu, il faut d'abord jouer dans ça. Ouais, exactement. Des ondes Vocast. Vous avez l'air de vous déplacer beaucoup sur le terrain, justement. Quelle est votre vision, alors un peu regard croisé l'un et l'autre, quelle est votre vision de votre partenaire local, concurrent, je ne sais pas comment vous désignez en local, entre les radios de ici et les radios de proximité des Indés Radios. Comment vous regardez votre travail respectif? Est-ce que des fois même vous collaborez sur le terrain, quoi? Comment se passent au quotidien vos relations? Je crois que dans le passé, il y avait beaucoup d'animosité entre les deux types d'antennes, qui d'ailleurs n'étaient pas forcément malsaines. C'était deux univers passionnés de radio qui se sentaient, du côté privé, on se disait on n'a pas d'argent, c'est injuste, et
Et du côté public, on se disait, ce que Yann ne peut pas dire, on n'a pas de liberté, c'est pas juste, on aimerait faire le coup du caddie, le coup du programme un peu différent. C'était très figé, donc, et ça, je pense, ça nourrissait un peu comme ça, voilà, des dissensions entre nous. Au bout de quelques années, il y a eu beaucoup de transferts de personnel de nos antennes respectives. C'est vrai. Donc ça enlève vraiment toute raison, parce que oui, on a fait des radios différentes et avec des moyens différents, mais peu importe, c'est la vie. Mais par contre, quand on partage des collaborateurs, finalement, ça nous apprend à nous connaître. Et j'expliquais à Yann tout à l'heure en antenne qu'à Orléans, on a essayé de faire une opération commune avec Radio France pour être présent sur un nouveau palais de congrès qui est immense, pour justement pas se faire une sale compétition là-dessus. Et on a trouvé un terrain d'entente juste en discutant tranquillement, en dehors des schémas nationaux. On a fait notre truc dans notre coin, sans que ça entache d'ailleurs une politique générale, parce que c'est mineur. Mais dans les relations humaines sur le terrain, par contre, c'est majeur, parce que voilà, on se connaît. Moi, je pense qu'on est dans une époque où on a besoin que les médias locaux soient très puissants. C'est un vrai refuge pour les gens, parce qu'on leur parle de choses qui les concernent eux, localement. On n'est pas dans des choses très lointaines qui sont à des échelles qui ne sont pas humaines en fait, et qui ont tendance à les piétiner. Il n'y a pas de voie de retour. Dès qu'on part sur des dimensions, je sais pas, européennes, on est dans des directives et voilà, ça s'implique aveuglément. Donc la surface locale du média local, elle est très importante aujourd'hui. Et du coup, ça serait dommage de se faire la guerre entre médias locaux, autrement qu'en essayant de faire chacun nos meilleurs programmes, de capter le maximum d'auditeurs. Ça, il faut faire le job ici, parce que sinon, ça serait au profit de tous les autres si on ne se faisait pas de la compétition. Et dans les faits, il y a des très grosses disparités selon les régions, les agglomérations. Régions, il peut y avoir des régions où ici est ultra leader et d'autres où c'est la. Yann citait Châteauroux tout à l'heure, B. c'est une radio historiquement ex-France Bleu, enfin ici, qui est ultra forte dans cette région. Mais je pense qu'on peut tous cohabiter sans être dans l'angélisme, pas du tout. On est des compétiteurs, mais on a aussi des choses à capter chez l'autre, des points de vue différents, et je pense que c'est utile pour l'écosystème de la radio. Alors comme je disais tout à l'heure, vous aussi sur des initiatives plus nationales, vous êtes aussi Radio France et les radios privées, vous êtes aussi partenaire comme Radio Player, donc Jean-Éric, vous êtes président de Radio Player France. Les dernières nouvelles, c'est l'arrivée des associatives. Il vous manque qu'est-ce qui vous manque? Il vous manque Skyrock, c'est tout. Pierre Bélanger est là demain. Vous allez essayer de le convaincre? Pas du tout. Non, toujours pas. D'ailleurs, je ne dirai jamais quelle radio il manque, parce qu'il en manque une. Il en manque une seule. Je ne vais comme pas passer mon temps à lui faire de la pub. Bon. Non, j'aime bien. D'une façon générale, j'aime bien mes concurrents, mais j'aime bien Pierre. J'ai discuté avec lui au lancement de Radio Player. Il m'a développé tous ses arguments pour justifier de ne pas être dans Radio Player. Je l'ai écouté et je me suis dit, c'est ses arguments. J'ai pas besoin de faire l'effort de le convaincre du contraire. Pourquoi faire? C'est ce à quoi il croit. Et je pense que ce qui est riche dans la radio, c'est qu'on croit tous à des choses légèrement différentes les uns des autres. Et ça nous crée beaucoup de futur. Parce qu'il n'y en a pas qu'un qui a raison. Et le jour où on est face à certaines problématiques, peut-être les solutions seront dans celui qui était marginal à une époque, etc. Donc voilà, moi j'aime bien en fait l'idée, j'aimerais bien qu'il soit dans Radio Player, mais sinon les associés, s'ils m'entendent dire ça, ils vont dire qu'est-ce qu'ils racontent. Mais moi j'aime bien l'idée qu'il y en ait un qui soit dehors. J'aime beaucoup l'idée que les associatives nous aient rejoints. On a passé un accord cadre, là il y a 75 radios à peu près qui sont opérationnelles. Il y a beaucoup de radios associatives, donc il y en a encore une majorité qui peut venir si elle le souhaite. Et dans le cadre de cet accord, les stations payent. Et pour moi, c'était important parce que on sait, comme on dit, quand c'est gratuit, c'est qu'on est le produit. Sur Internet, il y a plein d'offres gratuites pour diffuser de la radio. Quelque part, leur volet, leur programme, leur marque, leurs auditeurs, fabriquer un portail payant qui sera très, très payant plus tard. Donc, on a besoin d'être mature dans le monde de la radio, de prendre nos responsabilités. Nos responsabilités, c'est de faire un chèque, souvent, d'organiser les choses correctement. C'est ce qu'on a fait à Radio Player avec les 6 groupes principaux qui se sont associés. On est tous à part égale, on paye tous la même somme, qui est une somme substantielle. Ça permet de faire fonctionner la société en toute autonomie. Et à ça se rajoutent des radios, entre guillemets, adhérentes, donc qui ne sont pas associées, mais qui participent, qui peuvent utiliser la plateforme pour être diffusées, leurs antennes, leurs web radios, leurs podcasts, etc. Et les radios associatives se sont inscrites dans cette démarche en contribuant financièrement
à la hauteur de leurs moyens, mais quand même en contribuant. Donc pour moi, c'est un signe de maturité du paysage, c'est excellent et on a des super relations. Pourquoi ? Parce que c'est ce que j'ai ressenti, mais forcément parce que je l'ai vécu. J'ai ressenti dans les toutes premières discussions avec les représentants associatifs que la première chose qu'ils attendaient, c'était du respect. Et nous, radio indépendante, on a vraiment vécu beaucoup d'années avec en face de nous des gens irrespectueux. Alors Une vingtaine d'années, oui. Quand c'est des concurrents un peu prétentieux, on leur passe. Quand c'est les pouvoirs publics, c'est pas normal. C'est pas leur rôle. Je dis ça avec beaucoup de force, c'est pas leur rôle. Dans un pays qui veut servir sa population correctement, on ne doit pas être à ce niveau-là de prétention. Donc, j'étais extrêmement touché par leurs paroles et je leur ai dit, on va vous faire différentes propositions à plusieurs étages. Il y a un étage qu'on n'ouvrira pas, c'est l'étage associé, parce qu'on ne l'ouvrira plus personne. C'est comme ça. Même à Pierre. Non, c'est comme ça. Okay. Je réponds, c'est moi qui réponds là, mais bon. Ensuite, il y a le board, ça peut être ouvert. Et puis, il y a juste à être adhérent et participer, mais d'une façon plus informelle. Il y a plusieurs étages. Et donc, on a fixé des prix en fonction des différents étages. Et eux, ils ont choisi en conscience ce qui leur paraissait intéressant. Mais à partir du moment où ils ont senti que, finalement, ils avaient un lien avec nous direct, qui pouvait nous parler, nous demander directement des choses, ils n'avaient pas spécialement besoin de siéger là ou là. Il va avoir une solution économique. Ouais, on va optimiser nos ressources et puis être au bon endroit. D'accord. Et ça suffira largement. Au niveau téléchargement et donc vraiment imprégnation, je dirais, de l'application, alors sur les mobiles, etc., vous avez des chiffres, il y a un pourcentage de croissance annuelle, il y a des campagnes régulières qui passent sur les antennes. Oui, bah oui, on profite de nos antennes. Ouais. Voilà. Et tout le monde joue le jeu. Ça aussi, pour moi, c'était un dogme, c'est pas un dogme, enfin un impératif. Un prérequis, Un prérequis, voilà, exactement, merci Yann. Un prérequis parce que on peut pas avoir certains qui font de la pub, les autres pas. Non, on a tous les mêmes contraintes, on fait les efforts nécessaires dans le dialogue, donc on a trouvé des bonnes formules pour que tout le monde puisse servir la publicité. Alors on doit être à peu près à, je ne voudrais vraiment pas dire trop de bêtises parce que j'ai pas les chiffres totalement en tête, mais à peu près 3 millions de téléchargements, on a 600 000 auditeurs mensuels en ce moment. Mais c'est pas vraiment ça l'important du moment. Ça c'est déjà significatif. Ça veut dire que en partant de zéro, assez rapidement, on voit que la plateforme, elle intéresse les gens parce qu'en fait, une plateforme qui rassemble toutes les radios, ça intéresse les gens. Mais le vrai combat est dans les coulisses. C'est tous les agrégateurs tiers qui prennent nos flux sans rien nous demander, sans payer quoi que ce soit, en utilisant nos marques, etc. Eux, ils dispersent l'audience. Ils créent des nouveaux guichets partout et ils vont s'insinuer qui chez Tesla, qui chez Sonos, qui chez machin, qui chez truc. Et ils créent comme ça des sortes de passages obligés. Et ça, on doit le combattre, on ne peut pas rester comme ça. Parce qu'ils vont capter notre audience et nous revendre notre audience ensuite. Donc ils vont mettre en péril l'économie des radios. Alors c'est ni nos impôts qui doivent payer des acteurs privés qui profitent d'une situation, ni le fruit du travail de toutes les équipes pour trouver de l'argent sur le marché de la pub, qui sont là pour payer des plus ou moins GAFA. Donc le vrai enjeu, il est là. Et si on clean un peu notre façon de diffuser la radio, c'est-à-dire qu'on choisit avec qui on passe des accords et qui on passe pas des accords, on va concentrer la plupart de l'audience sur nos applis, nos sites web, nos portails généraux, comme fait Radio France, et Radio Player. Et là, on est dans un paysage qui est sain. Si on laisse disperser chez plein de profiteurs, pour moi c'est des profiteurs, là on se tire une balle dans le pied, voire dans la tête, et c'est très dangereux. La souveraineté, quoi. Peut-être une dernière question, parce que je crois qu'on est en fin de créneau. Juste l'expérience du rebranding, c'est quelque chose que chez 1980 vous avez expérimenté avec Ado, Swig et puis Re-Ado. On a vu aussi chez Lagardère avec Europe 2, Virgin, oui. Et à nouveau Europe 2. Donc c'est notamment à cause du mode déclaratif des sondages, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile. Est-ce que vous avez une crainte vis-à-vis de cette adaptation pour les audiences de ex-France Bleu, donc de ici, pour, je dirais, cette première année, qui est un peu le baptême du feu sous cette nouvelle marque. Ouais. Non, moi, j'ai pas véritablement de crainte, et je vous dis ça de façon assez sincère, parce que les audiences de Bleu, elles déclinaient depuis de nombreuses années. Mais le public qui continuait à l'écouter, il l'écoutait parce que c'est le service qu'il venait chercher. Voilà. Et que ça s'appelle Bleu
ici tarte en pion ou tarte au coetch, à mon avis, il serait resté à l'écoute de ce média parce que c'est l'offre singulière. Il n'y a pas beaucoup de concurrence. Il y a une offre qui est parallèle de la part justement des indés, mais qui fournit un autre service, qui est local, mais qui fournit un autre service qui n'est pas exactement le même. Je pense que ces auditeurs-là, de toute façon, vont rester fidèles au service, mais qu'il ne faut pas se le cacher. Cette radio qui s'appelait France Bleu, c'était d'abord appelé Radio Bleu. Radio Bleu, c'était clairement une radio pour les vieux, et qu'elle n'avait pas réussi, en s'appelant France Bleu, à se décoller de cette identité de radio senior. Et qu'aujourd'hui, les seniors, ils ont changé. Les seniors, ils sont un petit peu plus dynamiques qu'avant. Clairement, l'image de quelqu'un de 70 ans, aujourd'hui, il fait encore du footing, il est encore dans le coup, il n'a pas envie qu'on lui dise que c'est un vieux. Et donc, moi, de m'appeler ici et de repartir sur un nouveau souffle, avec une nouvelle marque, qui a un nom où la promesse est dans le titre, ça me va. Et puis après, vous devez aussi connaître ça, c'est que quand on fait un rebranding avec Médiamétrie, on a un deal. Pendant un certain temps, les deux marques continuent à cohabiter. Donc, pas plus inquiet que ça. D'accord. Très bien. Mais merci beaucoup. Yann Chouquet, directeur adjoint de ICI, en charge des antennes et de la stratégie éditoriale. Et Jean-Éric Valli, président des Indés Radio, de Radio Player et de groupe 1981. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci Rémi. À bientôt. Merci. Des ondes Vocast, Des ondes Vocast, l'univers de la radio l'univers de la radio. en podcast. En podcast. Des ondes Vocast, c'est terminé pour ce mois-ci. C'était Olivier Audoux. Merci à nos deux invités, Yann Chouquet et Jean-Éric Valli. Merci à Rémi Bertolon pour m'avoir accompagné dans cette interview, dont vous pourrez voir le replay vidéo sur le site Connect On Air du Paris Radio Show. Une petite pensée à notre collègue Julien Vigier, qui n'a pas pu se joindre à nous cette fois-ci à cause d'un autre événement professionnel, mais ce n'est que partie remise. On se retrouve le 1er mars avec toujours plus d'actu radio, d'analyse et d'interviews. Faites parler de ce podcast autour de vous, notez-le, parlez-en à vos collègues. Salut! Des ondes Vocast.